Tout juste 14 h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'information. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, elles seront deux témoins clés après l'attaque hier à la Chapelle-sur-Erdre. La policière agressée qui est aujourd'hui hors de danger et la femme séquestrée pendant 2h30 dans son appartement par l'assaillant. Elle est sous le choc. Nous serons sur place dans un instant avec Thomas Herman. Le profil du suspect est au cœur de l'enquête. Un homme qui avait effectué de nombreux séjours en prison, radicalisé en détention et connu pour des troubles psychiatriques lourds. On en parlera, on décryptera tout cela en plateau avec Dominique Rizet et Anne-Sora Dubois. Un concert test d'Indochine pour faire danser le public et avancer la science. Dès 17 h, l'Accor Hôtel Arena de Paris accueillera 5000 personnes qui devront respecter un protocole bien précis, sans distanciation, mais avec masque obligatoire. Nous serons sur place dans un instant avec Philippe Dufrègne. Et puis football, ce soir à 21 h a lieu la finale de Ligue des Champions, une rencontre 100% british entre Manchester City et Chelsea. Deuxième finale de Ligue des Champions pour Thomas Tuchel. L'an dernier, c'était en tant que coach du Paris Saint-Germain. La rencontre de ce soir est à suivre en direct sur RMC Sport et en clair sur RMC Story. Actualité encore largement consacrée aujourd'hui à l'attaque hier à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Son auteur est mort. Il avait grièvement blessé une policière municipale. On va retrouver sur place Thomas Herman. D'abord Thomas, sur quoi travaillent les enquêteurs ? Eh bien, tout d'abord, la première piste. Que s'est-il passé pendant 2h30 là où l'auteur suspecté des faits a séquestré la personne qui occupait son logement de 10h40 à 13h, 13h15? Et puis, seconde question, y avait-il des motivations de la part de l'auteur? En tout cas, hier, son domicile a été perquisitionné par les enquêteurs. Il y a eu des saisies informatiques, ordinateurs, tablettes ou encore clé USB. Le procureur de la République de Nantes nous faisait savoir hier que des analyses étaient en cours. Elles sont faites à Paris par des enquêteurs qui sont spécialisés dans ce domaine. On attend donc davantage d'informations. Information également importante, la policière municipale, à l'heure où nous parlait hier le procureur de la République, n'avait toujours pas été entendue par les enquêteurs car son état de santé ne permettait pas une audition. En tout cas, les enquêteurs sont au nombre de 25. Ils dépendent de la section de recherche de Nantes. L'un des nouveaux éléments, Thomas, qui a été donné par le procureur de Nantes hier, c'est qu'après l'attaque, le suspect a séquestré une femme dans son appartement pendant 2h30. Vous êtes justement devant cet appartement. Cette femme était en état de choc. Avez-vous des nouvelles de son état ? Eh bien, elle est toujours hospitalisée selon nos informations. Elle est en état de choc puisqu'elle a été séquestrée pendant 2h30. En revanche, nous n'avons pas d'informations sur que s'est-il passé pendant ces 2h30. A-t-elle eu un dialogue assez soutenu avec l'auteur suspecté des faits? Était-il menaçant? Était-il calme? C'est les questions que vont donc poser les enquêteurs à cette jeune femme qui occupait son logement et qui s'est retrouvée avec l'auteur suspecté des faits pendant près de 2h30, car c'est quand même un élément assez nouveau, puisque on avait connaissance du point d'arrivée de l'auteur à 10h20 dans les locaux de la police municipale. Son point d'arrivée en milieu de journée, à proximité de la brigade de la gendarmerie dans la même commune. C'est là où il y a eu à 2 reprises des échanges de tirs, mais on a eu très tardivement connaissance de cette séquestration pendant 2h30. Je vous propose d'écouter une voisine qui habite dans la même résidence qui a eu un impact d'une balle pendant cet échange de tirs sur son logement. Entre midi et 14 h, je suis rentrée chez ma maman qui s'occupait de ma fille. En temps normal, c'est maman qui s'en occupe à la maison. Et fait exprès aujourd'hui, elle l'a emmenée chez elle. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. J'arrive à la maison, je vois mon mari qui est en train de m'appeler tout en même temps pour me dire viens voir la chambre de la petite, il y a 3-4 coups de balle, on va dire. Enfin, c'est rentré par la fenêtre du rez-de-chaussée. Et ensuite, son lit, et ça atterrit sur le mur qui est juste en face de la fenêtre. Et puis ce matin, 10h, on voit des gendarmes et des enquêteurs qui sont à proximité du logement pour faire des analyses, des relevés assez précis, notamment des relevés balistiques pour connaître l'ensemble des impacts de balles, puisqu'il y a ceux du tireur qui sont à analyser, ceux des gendarmes aussi pour faire une reconstitution. Périmètre de sécurité qui est toujours en cours. 25 enquêteurs sont sur cette affaire.
Merci beaucoup Thomas Herman, donc à La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique avec Médéric Soltani. Dominique Rizet est avec nous. Bonjour Dominique, consultant politique de BFM TV. Cette séquestration, elle pose beaucoup de questions et on devrait en savoir plus lorsque cette femme, qui a donc été séquestrée pendant 2h30, pourra s'exprimer. Oui, c'est important de l'entendre parce que l'homme lui a forcément parlé pendant ces 2h30. Espérons qu'il lui a parlé en tout cas. Et s'il lui a parlé, que lui a-t-il dit? Est-ce que les éléments qu'il lui a communiqués, est-ce que les déclarations qu'il lui a faites pourront laisser penser que son acte était un acte terroriste? Est-ce qu'il a fait allégeance? Est-ce qu'il lui a dit voilà, des choses qui vont faire que la section de recherche de la gendarmerie de Nantes, qui est saisie pour l'instant, pourrait être dessaisie au profit d'un service de lutte antiterroriste comme la DGSI, comme la sous-direction antiterroriste ou un autre, voilà, à la demande du parquet national antiterroriste qui reprendrait l'affaire. Donc cette audition, elle est importante. Et puis elle est importante aussi parce que cet homme dont on sait qu'il a agressé la policière municipale, s'est emparé de son arme, ne s'en est pas pris à cette femme, ou visiblement en tout cas, on ne lui a rien fait puisqu'elle est ou ne l'a pas, on saura s'il l'a menacé ou non, mais en tout cas, il l'a laissé en vie. Et puis, on pense aussi à ça, si cet homme est un radicalisé, est-ce que c'est cohérent de s'enfermer pendant 2h30 dans un appartement avec une femme? Si on est un musulman radical et qu'on est ici pour faire passer un message terroriste, est-ce qu'on s'enferme? On connaît la relation des hommes avec les femmes dans ces conditions-là. Je parle bien de salafistes. Est-ce que c'est cohérent de s'enfermer avec une femme pendant 2h30? Je pense, ou j'ai plutôt tendance à penser qu'on reste dans le milieu de la schizophrénie, de la maladie mentale, des troubles mentaux de cet homme, plus que dans autre chose, pour l'instant. Beaucoup d'interrogations, en effet, qui restent en suspens et qui seront donc conditionnées à ces auditions, à ces enquêtes qui se poursuivent. Hier, pour neutraliser ce suspect, des gendarmes sont intervenus, notamment des gendarmes du GIGN. Invité de BFM TV, le commandant du GIGN a détaillé le récit de cette traque de l'assaillant. Il n'y a pas eu d'échange verbal avec l'intéressé, puisqu'on ne savait pas qu'il y avait cette prise d'otage. Nous, ce qu'on avait fait, c'était un dispositif de resserrement sur l'individu. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dévoilé et qu'il a libéré son otage et qu'il y a eu du coup cette affrontation. On a quand même une personne qui est décédée, quelles que soient les raisons. Nous, notre objectif, c'est quand même au départ de les remettre à la justice, éventuellement de les faire soigner. Voilà. Mais ça reste quand même un grand succès, dans le sens où il n'a pas commis de deuxième périple. On pense bien évidemment tout particulièrement à cette policière municipale, qui elle est quand même grièvement blessée, mais ça reste un grand succès dans le sens où il n'y a pas eu d'autres victimes. Concernant la policière, à présent, les nouvelles sont rassurantes. Elle est hors de danger. Cette quadragénaire habite aux Touches, en Loire-Atlantique, où elle est investie dans la vie de la commune. Ilalel Aflahi, Guillaume Barqui et Anthony Lebos. C'est un conseil municipal très particulier. La maire de Les Touches vient d'apprendre que la policière poignardée est originaire de la commune. C'est quelqu'un de très apprécié. Alors je voulais lui rendre un hommage aujourd'hui, souhaiter beaucoup de courage à cette personne et à sa famille. Donc je vais vous demander de vous lever et puis nous allons faire une minute de silence. C'est quelqu'un de très sympathique, de discrète, de dynamique, d'investi, puisqu'elle fait partie d'une association sur la commune, et de très appréciée de la part des gens qui la connaissent et de ses collègues. La policière est âgée d'une 40aine d'années, avec à son actif une carrière exemplaire qui force le respect de ses collègues. C'est une ancienne militaire qui a quitté l'armée. Ensuite, elle est rentrée à la mairie de La Chapelle-sur-Erdre comme ASVP. Puis, elle a passé le concours de police municipale. Elle a gravi les échelons parce qu'effectivement, c'est un très bon agent. Et c'est quelqu'un qui est largement apprécié sur la commune. Sa compétence et son empathie sont très appréciées par les habitants de La Chapelle-sur-Erdre, où elle exerce depuis une 20aine d'années. Je fais partie de l'équipe qui l'a embauchée en tant qu'emploi jeune il y a un peu plus de 20 ans. Voilà, donc je la connais très bien. C'est une personne très investie dans ses missions, qui connaît aussi très bien la population. C'est une personne qui sait agir avec autorité, fermeté, mais qui sait aussi être dans l'écoute et le dialogue. Et dans une ville de 20 000 habitants, une police municipale doit agir en proximité. Et ce sont évidemment des qualités importantes. Très sportive, la policière vient régulièrement dans ce club de badminton. Le gérant a encore du mal à réaliser. Un peu choqué quoi, donc ça touche personnellement là. C'est une personne qu'on connaît bien quoi, et qui est proche de nous, on a la même passion. Grièvement blessée, la policière est toujours hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.
En ce qui concerne à présent l'assaillant, ce qui ressort, c'est un passé criminel conséquent, mais aussi de lourdes fragilités psychologiques. Son ancien avocat décrit un homme au profil complexe, dont l'état psychologique s'était dégradé au fur et à mesure de ses incarcérations. J'ai été très triste, pas forcément très surpris, il faut dire les choses, puisque j'ai pu constater au fur et à mesure de son parcours carcéral qu'il s'isolait beaucoup, qu'il était de plus en plus enfermé sur lui-même, qu'il souffrait beaucoup, qu'il était habité par un sentiment profond d'injustice qui vient de bien plus loin que son adolescence. Et j'avoue que j'étais très attristé avant d'être surpris. Dominique, on a beaucoup d'éléments sur le profil de cet assaillant et c'est intéressant ce que dit son ancien avocat qui insiste effectivement sur son profil psychologique qui s'était donc détérioré au fur et à mesure de ses incarcérations. Absolument, il a passé quand même 19 ans en prison au total. Pour un homme de 39 ans, ça fait beaucoup, on l'aura compris. Et effectivement, sa santé mentale s'est détériorée. Alors, les surveillants de l'administration pénitentiaire qui tiennent à jour leur carnet de liaison, ce carnet sur lequel on écrit toute la vie du prisonnier, eh bien, ont noté souvent que cet homme criait, poussait des hurlements dans sa cellule, dérangeait tous les détenus autour de lui. Il était traité aux services médicaux psychiatriques régional. Il prenait des médicaments, il devait en prendre, il ne les prenait pas toujours. Ça aussi, c'est noté dans le carnet de liaison. Il parlait beaucoup la nuit, seul. Il parlait de sorcellerie. Il parlait du diable. Et tout ça, les agents de l'administration pénitentiaire l'ont noté. Ça existe. Et on voit, au fur et à mesure de ces années qu'il a passées en prison, son état de santé mentale se dégrader. Et il va, à partir de 2016, se tourner vers la religion, mais pas à la façon d'un radicalisé vraiment, mais plutôt à la façon de quelqu'un qui veut imposer aux autres la prière ou le respect de la religion. Voilà ce que l'on sait de lui dans son long parcours carcéral. Il pratiquait donc un islam rigoriste au sein de la détention, ce qui lui a valu d'être fiché au FSPRT, le fameux fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, mais il n'a pas été suivi ensuite, après sa sortie de prison, pour ça. Alors qu'il a respecté son suivi socio-judiciaire, j'ai envie de dire que c'était un suivi classique, il a rencontré à 3 reprises ses conseillers d'insertion et de probation. Ce sont les personnes qui, et pendant le temps de la détention et après la sortie de prison, eh bien, vont accompagner le détenu ou l'ancien détenu dans sa nouvelle vie. C'est cette question justement de son suivi à cet assaillant, à ce suspect qui est au cœur de l'enquête. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans ce processus? Le procureur de Nantes, en tout cas, dit que non. Anne-Sora Dubois. Quant au garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui, il a coupé court tout simplement à toute polémique là-dessus. Oui, il a prévenu évidemment les critiques qui pourraient lui être adressées, pas à lui, mais évidemment à l'administration judiciaire en général. On se souvient des échanges qu'il y a eu entre le ministre de la Justice et certains syndicats de police, notamment au cours du Beauvau de la sécurité en fin de semaine dernière. Et ces critiques récurrentes depuis la manifestation, mais même avant la manifestation des policiers, ces syndicats de policiers qui accusent la justice d'être trop laxiste, de ne pas suivre assez certains détenus dangereux à leur sortie de prison. Alors voilà ce qu'a répondu le garde des Sceaux immédiatement. L'auteur des faits avait purgé sa peine, elle n'avait pas été aménagée, parce que ça fait partie aussi des critiques récurrentes qui sont formulées par certains policiers vis-à-vis de la justice, en expliquant notamment que les personnes qui sont condamnées pour ces faits-là, parce qu'il a eu effectivement des précédents, cet assaillant, qui sont condamnés pour ces faits-là, souvent bénéficient d'aménagement ou de réduction de peine. Au-delà de cette question-là, il y a aussi un autre débat qui est en train de monter, relayé par la droite notamment. On a vu Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Damien Abad des Républicains sur la question de la rétention de sûreté. C'est-à-dire, la question c'est de savoir si à l'issue de la sortie, une fois qu'elles ont purgé leur peine, ces personnes-là, on peut quand même les garder en rétention, les surveiller, limiter leur liberté,
parce qu'on considère qu'elles présentent un degré de dangerosité tel qu'elles peuvent à nouveau commettre le même type d'acte. En réalité, c'est bien au-delà du débat politique, c'est quasiment un débat philosophique. Ça fait des années que ce débat existe en France. La rétention de sûreté, elle a été introduite par Nicolas Sarkozy en 2008. Elle est très peu appliquée. C'est moins d'un détenu par an depuis qu'elle existe. Et c'est un vrai débat de société. Il y en a qui accusent notamment cette disposition d'être une forme de Minority Report. Si vous avez lu la nouvelle ou si vous avez vu le film, la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un jour une perpétuité d'intention? En clair, est-ce que parce qu'on présente des risques manifestement trop graves, on pourrait toute sa vie être placé sous surveillance? C'est un débat qui fait rage au sein de la politique, mais aussi de la magistrature. Merci beaucoup à tous les deux donc, pour avoir évoqué avec nous cette actualité au lendemain de cette attaque hier à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Dans l'actualité également de ce samedi, un événement Indochine devant 5000 spectateurs testés, masqués. Ça se passe à l'Accor Hotel Arena à Paris. Un concert test à partir de 17h pour cause de couvre-feu. Ça commencera en première partie avec le DJ Étienne Lecrécy. Et on retrouve sur place à Paris Philippe Dufresne. Vous êtes devant cette salle de concert et c'est forcément très important ce qui va se passer cet après-midi pour redonner de l'espoir au secteur. Alors avec un protocole sanitaire très strict, l'événement ce soir doit servir de laboratoire finalement à la reprise des concerts. Voilà, 5000 personnes ce soir à l'intérieur de cette salle et 2500 personnes qui, malheureusement, vont rester chez elles. Ça fait 7500 personnes au total pour faire une étude et pour essayer de démontrer quoi? Bien de démontrer que finalement, si on se fait tester 3 jours avant, on n'a pas guère plus de chances d'avoir le Covid que si on était resté chez soi. Alors les fans sont venus quand ils ont eu la chance d'être sélectionnés, d'être tirés au sort comme Laetitia. Salut Laetitia. Bonjour, ouais. Alors, ça fait quoi d'être là? Enfin, un spectacle. Ouais, je suis hyper contente. En fait, je m'attendais pas à être tirée au sort. Je me suis dit, il va y avoir tellement de monde qui va vouloir participer à cet événement que, depuis mercredi, j'attendais déjà depuis un moment d'être tirée au sort. Je reçois ma réponse jeudi matin. Test PCR négatif, tiré au sort, tout est beau, quoi. Enfin, en plus, il fait beau aujourd'hui, on est super bien, quoi. Tu vas te retrouver dans une fosse avec, bien sûr, plein de spectateurs, mais tous collés les uns les autres parce qu'il n'y a pas de distanciation. La seule différence, c'est le port du masque. Est-ce que tu crois que ça va changer les choses, que tu le vivras moins bien, ce spectacle, ce sera différent? Alors, moi, je suis pas inquiète parce qu'on a tous fait un test PCR, on est tous négatifs. Donc, par rapport à ça, je suis pas inquiète. Maintenant, oui, peut-être que le port du masque, ça va nous gêner un petit peu au début, mais... une fois que le concert aura commencé, non. Je pense qu'on va tous vite l'oublier et qu'on va vite être dans l'ambiance. Et puis ça va être la possibilité de voir Indochine sur scène cette année pour toi, l'année des 40 ans d'Indochine, alors que la tournée a été reportée à l'année prochaine. Tout à fait, j'avais déjà mes billets en fait pour cette année. Et ma grande déception, je m'étais dit, tant pis, j'attendrai l'année prochaine. Et puis finalement, non, je vais pouvoir le vivre là maintenant. Puis dans ces circonstances, c'est vraiment différent. On participe à une étude. Derrière, l'objectif, c'est de pouvoir réouvrir les salles. Et j'ai espoir, en fait, qu'il en ressorte que du positif et qu'on puisse derrière, retourner vite voir des concerts. Allez, 17h, Étienne de Crécy, 18h, assez pétante, paraît-il, ici, Indochine sur scène. Et 20h, ça va vite se terminer. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens puissent rentrer pour le couvre-feu, bien sûr. Merci beaucoup Philippe Dufresne. Donc avec Laurine Velay, on va vous retrouver bien sûr tout à l'heure. Philippe, pour poursuivre l'arrivée de tous ces spectateurs, 5000 spectateurs donc, qui sont attendus pour ce concert test. Nous sommes en direct avec Jean-Paul Roland. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du festival Les Eurockéennes de Belfort. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce concert test ? Écoutez, il faut quand même se rendre compte que ce qu'on va voir ce soir, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis presque 14 mois. Donc effectivement, je pense que c'est une étape assez importante que toute la filière attend, effectivement, pour qu'on revoie des gens non distanciés, 5000 personnes quand même rassemblées autour d'un concert. Et je pense que les données scientifiques qui seront en tout cas dressées après ce concert dans un petit mois vont bien entendu enrichir les protocoles sanitaires qui nous permettront bien entendu à l'ensemble de la filière de retrouver, j'allais dire, son lustre d'antan et même de travailler, bien entendu. Ce type de concert test, il a déjà eu lieu à l'étranger, en Europe, notamment en Espagne ou encore au Royaume-Uni. Est-ce que si le fait que ça arrive uniquement maintenant en France n'est pas déjà un peu tard comme expérimentation ? Alors on peut dire que non, parce que je pense que vous a pas échappé que les pays ont une différente manière d'aborder bien entendu cette pandémie, donc il fallait absolument que la France le fasse. Néanmoins nous avons été assez tôt en contact avec nos confrères, j'allais dire par exemple espagnols, mais aussi hollandais, et je crois que l'expérience qui se fait là n'est en tout cas
n'est pas tout à fait la même que celle que vous avez pu voir dans d'autres pays, puisque celle-ci, elle c'est ce qu'on appelle randomisée. C'est 2 groupes, votre commentateur l'a bien dit, 2 groupes qui vont être en fait comparés, ceux qui vont aller au concert et ceux qui auront leur vie, j'allais dire, habituelle. Et je crois que c'est ça qui est très important, de montrer qu'il n'y a pas de sur-risque d'aller dans un concert avec un masque pour l'instant, bien entendu, mais d'aller dans un concert et d'être debout, j'allais dire, non distancié, puisque une grande partie de notre secteur se passe, bien entendu, dans ces conditions. Juste une dernière question pour terminer, Jean-Paul Roland. Le festival des Eurocaines est reporté à nouveau cette année en raison de la crise sanitaire. Vous n'avez pas revu vos plans? Aucun aménagement possible, c'est définitif? Disons, nous, on avait déjà vendu 40 000 places. Donc, effectivement, début juillet, à partir au sort, j'allais dire, les heureux spectateurs, il fallait qu'on fasse un deuil sur l'édition telle qu'elle était proposée. On attendait 135 000. Néanmoins, nous avons rendez-vous avec notre préfet de région la semaine prochaine pour lui proposer une jauge un peu plus modeste, mais en tout cas avec une ambition, j'allais dire, artistique à la hauteur un peu du déconfinement et puis de ce que les gens, effectivement, attendent. C'est-à-dire de se retrouver autour de la musique. Merci beaucoup Jean-Paul Roland. On vous souhaite un bon événement, un bon concert cet après-midi. Je le rappelle, vous êtes directeur général du festival Les Eurocaines de Belfort. Également dans l'actualité, cette journée d'action partout en Europe pour défendre aujourd'hui l'accès aux soins et à la santé. Une mobilisation à l'initiative de plus de 60 collectifs et associations ainsi que syndicats. À Paris, vous le voyez sur ces images en direct, la manifestation a lieu en ce moment depuis 14 heures, depuis l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement et en direction de la place de la République. Plusieurs centaines de manifestants sont déjà rassemblés. Des manifestations également ce samedi pour la défense des langues régionales. Après la censure de 2 articles de la loi Molac par le Conseil constitutionnel, un grand rassemblement est prévu ce samedi, notamment à Guingamp. Vous, pour la défense de la langue bretonne, il y a du monde, vous voyez, sur place, rassemblés donc dans les Côtes-d'Armor à Guingamp. Autre manifestation à Colmar notamment, on a une image à vous montrer, celle de Jean Rotner. Regardez, le président du Conseil régional du Grand Est et ancien maire de Mulhouse qui a été enfariné en marge de ce rassemblement donc pour la défense des langues régionales. Et puis du football également dans l'actualité avec cette finale de Ligue des Champions 100% anglaise. C'est ce soir Manchester City qui affronte Chelsea. C'est à 21h et c'est en direct sur RMC Sport et en clair sur RMC Story, donc sur le canal 23. À suivre sur BFM TV, les suites de l'attaque hier à la Chapelle-sur-Erdre. La policière est hors de danger. Et on en sait plus sur le profil de l'assaillant entre schizophrénie et radicalisation. A tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elles-mêmes les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Regardez votre chronique avec le Lexus UX hybride. L'éveil des sens. Protéger. Protéger le quotidien. Protéger sur le terrain. Et protéger au-delà. Protéger le plus beau des métiers. Mesdames et messieurs, mademoiselle Billie Holiday. Elle chante pour nous tous. Tu es revenu pour frapper plus fort. Billie Holiday, le 2 juin au cinéma. Avec l'appli Ada, une voiture tout près de chez moi et on roule juste toi et moi. Avec l'appli Ada, mon smartphone devient la clé et ma famille est en sécurité. Avec l'appli Ada, je loue sans contact et sans agence. De jour comme de nuit. Téléchargez l'appli Ada, louez et partez en toute sécurité. Ada, ça roule pour moi. Manchester City, Chelsea, ce soir à 20h35 sur RMC Story. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Dinvan,
l'esprit libre. Eh bon, je connais un chef aussi sympa que lui. Le mec te fait un plat cadeau comme ça. T'as rien demandé. Ma sveglia, bambino. Aujourd'hui, avec un plat acheté, c'est un plat offert sur Uber Eats. Hein? Ah ouais. On peut en la chercher, là. Uber Eats, parlons bouffe. Tout ce plastique dans nos océans est préoccupant. Comme Optique 2000, Maud Lecard fait un geste. Avec la collection C2C, optique et solaire, fabriquée à partir de déchets plastiques marins recyclés, Optique 2000 contribue au respect de la planète. Une nouvelle vision de la vie. Dispositif médical. La concurrence est devant nous, encore. Mais comment? Ils ont une meilleure solution finance que nous. Ils doivent avoir une meilleure solution finance que nous. Workday. Comment prennent-ils des décisions aussi vite? Workday. Il doit y avoir une raison. Workday. Ah, je crois avoir une idée. Work. Paul, Paul, on t'entend pas là. Salut. Hey, salut. Workday, le système finance, RH et planification pour un monde qui change. Bricoprivé.com, les plus grandes marques au meilleur prix. Bricoprivé.com, c'est Brico, Jardin, Maison. Bricoprivé.com, c'est jusqu'à moins 80% en vente privée. Bricoprivé.com, bricoler sans vous priver. Que faire quand on a besoin d'une scie sauteuse? Empruntez celle de votre papa qui va vous dire « Bon, tu vas voir, c'est simple comme bonjour ». Ouais, empruntez celle de votre voisin. Empruntez votre voisin. Découper, recouper, nettoyer. En louer une dans un magasin spécialisé, en acheter une d'occasion, la prêter à son tour, expliquer fièrement comment ça fonctionne parce que, bon, tu vas voir, c'est simple comme bonjour. Se dire qu'en plus, partager cette scie sauteuse, c'est aussi contribuer à préserver les ressources de la planète. Oui, il y a bien mieux à faire que d'acheter une scie sauteuse neuve. Nos objets ont plein d'avenir. Partagez, louer, acheter d'occasion avec longuevieauxobjets.gouv.fr. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Appelez le 1030. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. And you know you can be go higher. I can do anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Bye-bye. No, you can't. Yes, I can. 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 Être bien accompagné, c'est ma façon d'être. Accompagnement personnalisé, votre conseiller MAF Pro se déplace dans vos locaux. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Vous, par exemple, vous aimez faire des économies. Rien de plus simple. Voilà la Nissan Leaf. Allez, on va être en retard. Rendez-vous chez Nissan. Le bonus écologique va baisser. C'est maintenant ou jamais qu'il faut profiter de 18 000 € de prime à l'électrique pour l'achat d'une Nissan Leaf. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Une météo encore bien printanière pour ce dimanche. Un anticyclone s'étire des Açores à la Scandinavie et favorise un temps globalement lumineux. En matinée, le ciel sera parfois voilé sans altérer l'impression de beau temps. Quelques ondées sont tout de même prévues en Bretagne et sur les reliefs du sud. Le soleil fera de belles apparitions entre les Hauts-de-France vers la Bourgogne-Franche-Comté en passant par l'est du bassin parisien. Dans l'après-midi, le ciel restera bien dégagé sur la moitié nord. Un léger vent de nord-est rafraîchira l'ambiance, notamment sur les plages de la Manche et de la mer du Nord. Les passages
passages nuageux seront plus nombreux au sud, avec un risque orageux surtout en deuxième partie d'après-midi dans les régions du sud-ouest et en montagne. Côté température, elles seront stationnaires en matinée. 8 degrés à Auxerre, 9 degrés à Lille, 12 du côté de Paris, 15 à Bordeaux et 20 à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, peu de changements, des températures d'ailleurs assez contrastées entre le nord et le sud. 19 degrés à Cherbourg, 23 à Paris, 26 degrés du côté de Bordeaux et 27 degrés la maximale à Perpignan. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Bientôt 14h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité. Dans son funeste périple, le suspect de l'attaque d'hier à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, a séquestré une femme à son domicile durant 2h30. Encore hospitalisée et sous le choc, son témoignage est très attendu sur d'éventuels échanges avec l'assaillant. On parle de tout cela avec Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV en plateau. Y a-t-il eu des failles dans le suivi de cet homme? Non, a répondu le procureur de la République de Nantes. La prison et l'après, la question de l'efficacité des soins se pose. On en parlera dans ce journal avec Anne-Sora Dubois. 5000 spectateurs dans un concert live à Paris. Ce concert test vise à évaluer les risques éventuels de contamination au Covid dans un grand rassemblement. Ça se passe à l'Accor Hotel Arena cet après-midi, suivant un protocole sanitaire très strict. Sur scène, le DJ Étienne de Crécy et le groupe Indochine. Et puis du foot, choc 100% anglais en finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. Une rencontre à suivre en direct sur RMC Sport et en clair sur RMC Story, canal 23 à 21h. Mais tout d'abord, les suites de l'attaque visant les forces de l'ordre hier à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique, près de Nantes. L'assaillant est décédé après l'intervention notamment du GIGN. Et avant cela, l'homme avait blessé une policière municipale de plusieurs coups de couteau et 2 gendarmes par balle. La première victime, toujours hospitalisée dans un état grave, est désormais hors de danger. Les dernières nouvelles avec Anthony Lebos devant l'hôpital où elle est prise en charge. Les nouvelles sont rassurantes. Elle va mieux selon les membres de sa famille. Son pronostic vital n'est pas engagé. Cette policière est âgée d'une quarantaine d'années. C'est une ancienne militaire qui a gravi les échelons dans la police municipale. C'est une sportive qui pratique le badminton dans un club non loin d'ici depuis une dizaine d'années. Et nous avons rencontré le président de ce club, très ému, très choqué. Quand un adhérent est blessé, c'est tout le club qui est blessé. Voilà ce qu'il nous a confié hier. C'est une femme aussi qui est décrite comme sympathique, franche, droite, très investie dans la commune, très investie dans la vie associative également. Je vous propose d'écouter le témoignage de Dominique. C'est un ami proche de cette policière municipale. C'est aussi le président d'une association dans laquelle elle est investie depuis une dizaine d'années maintenant. Une femme extraordinaire, pleine d'activités. Le matin, quand il faut démarrer à 6h, on démarre à 6h pour nos festivités. Le soir, s'il faut être à 20h, aller là à 20h, à débarrasse tout. Donc non, c'est une femme extraordinaire. Elle est toujours là, présente. C'est vrai qu'on peut compter sur elle. Ça me touche. Ouais, ça me touche. Elle va s'en sortir. Ah oui, c'est une battante. Profonde émotion, vous l'avez entendu, une émotion qui se ressent particulièrement dans la commune des Touches où elle habite avec son compagnon depuis plus d'une dizaine d'années. Et un de ses plus proches voisins nous confiait, je cite, c'est une femme extraordinaire, toujours prête à aider, qui n'avait que de la joie en elle. Une minute de silence avait d'ailleurs été observée par le conseil municipal hier. La policière municipale attaquée dans les locaux même de son commissariat était bien connue dans cette petite commune de 19 000 habitants. Le maire de la Chapelle-sur-Erdre salue une femme professionnelle et appréciée. La policière municipale, par exemple, était en poste depuis 20 ans, donc elle connaît très bien la population. Donc moi, je veux saluer évidemment son courage. Et je l'ai accompagnée, parce que c'était une de mes missions. Je m'occupais des emplois jeunes il y a quelque temps à la mairie. Elle a d'abord été recrutée comme emploi jeune sur la médiation sociale. Et puis, il y a 20 ans, elle a passé son concours de policière municipale. Donc voilà, moi, je suis élu depuis ce temps-là. Donc on se connaît très bien. C'est quelqu'un qui est évidemment particulièrement appréciée parce qu'elle exerce ses missions avec grand professionnalisme, mais aussi elle est en capacité d'être en écoute, en proximité avec la population. Après avoir poignardé la policière, l'assaillant a pris la fuite. Il s'est réfugié ensuite dans un appartement. Il a pris l'occupante en otage pendant 2h30. C'est le point de départ d'un échange de coups de feu entre l'homme et les gendarmes qui étaient à sa recherche. 2 seront blessés. Le récit de ces dernières heures avant la mort de l'assaillant avec Guillaume Barqui.
La scène aura duré 2h30. Après avoir poignardé la policière, le fugitif de la Chapelle-sur-Erdre prend la fuite et se réfugie dans un immeuble d'habitation quelques centaines de mètres plus loin. À 10h40, il pénètre dans un appartement de cet immeuble, comme l'explique le procureur de la République de Nantes. Cet individu va pénétrer dans un appartement qui est occupé par une jeune femme et il va la séquestrer jusqu'à peu près 13h, 13h10. Mais à ce moment, l'homme en fuite remarque la présence de plusieurs policiers, car le logement se situe juste derrière la gendarmerie de la commune. Il va se mettre sur le balcon, va commencer à ouvrir le feu sur les gendarmes. Les gendarmes vont répliquer. Sur une fenêtre, des impacts de balles de ce premier échange de tirs, durant lequel personne ne sera blessé. Puis, les différents groupes d'intervention arrivent en renfort. Olivier est le voisin de la jeune femme séquestrée. Quand vous voyez... Excusez-moi. Très choqué, il est surtout inquiet pour elle. J'ai appelé les pompiers pour savoir dans quel hôpital elle était, parce que je pense qu'elle a besoin de soutien, moralement. Finalement, l'homme sort de l'appartement avant d'être abattu quelques minutes plus tard. La jeune femme, elle, est en état de choc selon le procureur de la République. Elle a été hospitalisée. Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. En dehors des enquêtes pour tentative de meurtre, il y a aussi cette enquête pour séquestration sur les faits qui viennent d'être décrits. Une séquestration qui a eu lieu avant une course-poursuite avec des gendarmes, et notamment des gendarmes du GIGN. Oui, notamment des gendarmes du GIGN qui étaient ici. La gendarmerie nous a expliqué qu'il y avait au total 250 personnels, c'est comme ça que parlent les militaires, sur le terrain, dont évidemment des membres du GIGN, un service spécialisé pour aller chercher des personnes comme ce forcené qui s'était caché. Et il y avait plusieurs antennes du GIGN, parce qu'en fait, il y a le GIGN national, on va l'appeler comme ça, qui est à Satory, dont le général, le patron, était avec nous ce matin, donc qui est descendu de Satory avec ces hélicoptères qu'on a vus, ces gros porteurs, je crois que c'est des Super Puma de l'armée. Et il y avait aussi des antennes locales du GIGN, et je crois qu'il y a 7 antennes locales en France. Ça, c'est après les attentats de 2015 et après que Bernard Cazeneuve avait décidé que aucun endroit en France ne devait se trouver à moins de 20 minutes d'un groupe d'intervention. Voilà. Donc, ces antennes du GIGN étaient déployées aussi sur place. Et donc, les gendarmes qu'on voit chercher cet homme hier après-midi, qu'on voit au pied de ces immeubles, sont pour certains des gendarmes du GIGN, des groupes du GI, mais aussi ces anciens GSI, les PSIG sabres, qui sont devenus des GIGN locaux. Et puis il y avait aussi des gendarmes du groupement qui étaient ici avec eux. Cet assaillant n'en sait plus sur son profil très complexe, suspect qui sortait d'un séjour de 8 ans de prison au cours duquel il s'était radicalisé. Il était aussi connu pour de très lourds troubles psychiatriques. Son portrait avec Jordan Ray, Thomas Herman, Anthony Lebos, Clémence Dibou. On en reparle ensuite avec Dominique Rizet. La personnalité du suspect de la Chapelle-sur-Erdre se précise. Il avait 39 ans et était né à Saint-Nazaire. Son profil double mêle radicalisation islamiste et troubles psychiatriques. Il est sorti le 22 mars dernier d'un séjour en prison de 8 ans. Il avait été condamné pour vol avec armes et séquestration et n'a pas bénéficié d'aménagement de peine. En détention, il frappait et insultait régulièrement le personnel pénitentiaire comme ses co-détenus. D'après son avocat, il a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux. 17 ans, première condamnation, peine de prison ferme. 16 condamnations d'affilée quasiment, avec quasiment que du pénal et que des peines fermes exécutées. Ouais. Et donc, pas de relais socio-éducatif, pas de projet. Et il a fait des allers-retours entre le béton de la prison et le béton de la cité, voilà. Il a été libéré avec obligation de soins cardiagnostiques et schizophrène sévère. Depuis sa sortie de prison, il suivait scrupuleusement ses soins et avait même trouvé un logement et un travail grâce à des associations. Sa radicalisation islamiste est connue des services antiterroristes depuis 2016. L'enquête, placée sous la responsabilité du parquet de Nantes, doit déterminer si les motivations du suspect étaient ou non de nature terroriste. Des questions sur cette motivation, ces motivations de l'assaillant, du suspect Dominique Rizet. Il a été condamné, cet homme, à de très nombreuses reprises au cours de sa jeune vie. Plutôt pour des faits de droit commun, comment on explique ce passage à l'acte plus grave hier ? Alors peut-être c'est tout un cheminement judiciaire qui est assez classique, qu'on connaît, qu'on constate
Il a 40 ans, il a fait 19 ans de prison. Sa dernière peine, on va dire longue peine, c'est une condamnation en 2015, mais il était en préventif depuis 2013 pour une affaire, une procédure criminelle, vol avec arme et séquestration. C'est-à-dire que celle-là, c'est la plus lourde de tout son parcours. Il entre en prison en 2013, il est jugé en 2015 et il est condamné à 8 ans et il sort en 2021. Il a fait ses 8 ans. C'est quelqu'un à qui on n'a pas fait de cadeau. La justice ne lui a pas fait de cadeau. Et Éric Dupond-Moretti a raison de le dire. Il a fait son temps. Et il a fait son temps parce que c'est un profil atypique. C'est-à-dire qu'il aggravait sa situation en permanence en agressant des surveillants pénitentiaires, en insultant des surveillants pénitentiaires, en agressant aussi des co-détenus. C'était un détenu insupportable. Voilà. Donc, qui criait en permanence, qui dérangeait. J'ai ici des notes qui ont été prises par des gens de l'administration pénitentiaire. Alors, il y a celle-ci. Écoutez, ce jour, 31/12/2020, plusieurs détenus sont venus me voir pour des nuisances. Donc, c'est un agent pénitentiaire qui a écrit. Durant la nuit, provoqué par le détenu, on va l'appeler X, écrou numéro 71 429. J'ai pu le constater en service de jour. Il n'est pas violent, mais il émet des cris tout en s'exprimant en arabe. Il semblerait que cette personne détenue ne prenne plus son traitement, malgré son passage quotidien en unité de soins. J'ai prévenu le service médical et j'ai prévenu le gradé de quart. Donc, un problème psy, des médicaments qu'il ne prend pas toujours, et là on en a la preuve, puisque c'est un surveillant pénitentiaire qui le constate. Voilà, une situation qui s'aggrave. Quelqu'un, nous disait son avocat ce matin, qui avait un sentiment d'injustice depuis très longtemps. L'avocat, c'est quelque chose qu'il ne nous a pas dit, notamment quelque chose qui a dû se passer dans cette famille, un sentiment d'injustice de la famille de cet homme que lui nourrissait et a peut-être même amplifié avec le temps. Et selon son avocat, ça pourrait aussi être une des explications de son passage à l'acte. Merci beaucoup Dominique. Alors est-ce la condition psychiatrique du suspect ou sa détention qui ont encouragé sa radicalisation? Écoutez les éléments de réponse de cette psychologue et enseignante chercheuse qui était sur notre antenne tout à l'heure. Y compris chez les patients schizophrènes, psychotiques, il peut y avoir tout à fait une radicalisation progressive, ça existe aussi. On parle de rigorisme d'ailleurs qui peut aller jusqu'au djihadisme. Après, il y a aussi le djihadisme d'emprunt qui peut, justifier aux yeux de l'assaillant le passage à l'acte vers la violence pour sacraliser une forme de violence qu'il ressent et qui le justifie en fait avec cette idéologie qu'il choisit un peu en fin de parcours en fait. Le procureur de la République de Nantes ainsi que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ont tous les deux évacué le sujet. Mais Anne-Sora Dubois, on se pose forcément la question, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le suivi de ce suspect? Comment en est-il arrivé à de tels actes dans son parcours? En tout cas, sur ce qui a précédé effectivement ces actes, le ministre de la Justice a tenu à répondre aux éventuelles critiques qui auraient pu être adressées à l'administration judiciaire en précisant très vite l'auteur des faits avait purgé sa peine. Elle n'avait pas été aménagée. On se souvient des échanges qu'il y a eu entre Éric Dupond-Moretti et certains syndicats de police en fin de semaine dernière en cours du Beauvau de la sécurité, des syndicats de police qui accusaient la justice et un peu entre les lignes aussi son chef, c'est-à-dire Éric Dupond-Moretti, du fait que la justice, selon eux, serait trop laxiste, c'est-à-dire qu'il y a trop souvent des aménagements de peine, disait-il, trop souvent des réductions de peine, parfois pour bonne conduite, qui du coup donneraient une sorte de blanc-seing à certaines personnes, en tout cas que les sanctions, parce qu'elles ne sont pas assez lourdes, ne seraient pas assez dissuasives pour s'en prendre aux forces de l'ordre. En réalité, dans ce sujet-là, et on le voit bien au travers des réactions politiques qui se manifestent, il y a plusieurs sujets très importants. Les réactions à droite parlent plutôt de la peine de sûreté, mettre sur le tapis la question de la peine de sûreté, c'est-à-dire, c'est un vieux sujet qui agite le monde politique, mais aussi le monde judiciaire depuis plus de 30 ans. La peine de sûreté, elle a été mise en place par Nicolas Sarkozy en 2008. Ça veut dire que c'est une procédure qui permet de provoquer le placement dans un centre de sûreté des personnes qui présentent un risque très élevé de récidive. Il y a certains magistrats qui s'émeuvent d'une telle mesure qui en réalité est très peu appliquée, c'est moins d'un détenu par an, en disant que c'est une sorte de perpétuité d'intention, qu'on ne peut pas, à la Minority Report, priver de liberté des gens avant qu'ils n'aient commis des actes effectivement gravissimes. Donc ça, c'est la première question. Elle agite largement les rangs de la droite en ce moment. La deuxième question, bien sûr, c'est celle de la psychiatrie. Et d'ailleurs, elle n'est pas nouvelle puisque le
tueur de Rambouillet, lui aussi présentait visiblement des troubles du comportement. Et la question, effectivement, c'est celle du suivi psychiatrique de ces personnes qui présentent visiblement des troubles du comportement. Là, on voit bien qu'il y a eu un problème, visiblement, puisque cet homme, est-ce qu'il fallait qu'il reste en prison dans la mesure où il était suivi pour de la psychiatrie lourde, apparemment une schizophrénie très lourde. Et effectivement, on sait depuis là encore des décennies que la psychiatrie, c'est bien le parent pauvre, non seulement de l'hospitalisation, du système de santé français, mais aussi dans la chaîne juridique, qui a un gros problème avec la psychiatrie, sans doute un manque de moyens, peut-être aussi un manque d'habitude en France que de traiter effectivement le biais de la criminologie par le biais aussi de la psychiatrie et des désordres du comportement. En tout cas, c'est des débats qui agitent largement la classe politique aujourd'hui. Merci beaucoup Anne pour toutes ces explications, ces analyses. Dans l'actualité également de ce samedi, il y a ces manifestations pour la défense des langues régionales. Ça se passe dans plusieurs villes, à Colmar, à Perpignan, à Bayonne et à Guingamp. Vous le voyez dans les Côtes-d'Armor, ces images après la censure de 2 articles de la loi Molac par le Conseil constitutionnel. Un grand rassemblement a donc lieu ce samedi à Guingamp pour la défense de la langue bretonne avec beaucoup de drapeaux bretons, vous le voyez. Et pas mal de monde qui a répondu à l'appel cet après-midi dans les rues de Guingamp. Autre manifestation également en cours à l'heure actuelle, ça se passe à Paris, mais c'est une journée d'action partout en Europe pour défendre l'accès aux soins et à la santé. Une mobilisation à l'initiative de plus de 60 collectifs, associations et syndicats. Et à Paris, vous le voyez, cette manifestation est partie peu après 14 heures depuis l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement, direction l'hôtel de ville. Là aussi, vous voyez de nombreux participants cet après-midi à Paris. Et puis ce samedi, il y a un événement aussi qui est très attendu, avec peut-être le retour des grands concerts avec public bientôt. Cela dépendra de l'expérience scientifique menée cet après-midi à l'Accor Hôtel Arena à Paris, qui accueille à partir de 17h le DJ Étienne de Crécy et à 18h le groupe Indochine. Un concert test devant 5000 spectateurs, tous testés négatifs et masqués, mais sans distanciation. Vous voyez ces images en direct, donc avec ces spectateurs qui sont en train d'attendre l'ouverture des portes pour ce grand événement très attendu. On va bien sûr le suivre sur BFM TV, en tout cas l'arrivée de tous ces spectateurs, et on en parlera dans nos journaux avec tous nos invités. Et ce concert test, ce n'est pas une première. D'autres expérimentations du genre ont été menées ces derniers mois en Europe. Ça a été le cas à Barcelone, en Espagne ou encore à Liverpool, au Royaume-Uni. Laura Calmus, vous êtes la correspondante de BFM TV à Londres. L'expérience britannique a donné des résultats d'ailleurs plutôt encourageants. Oui, très encourageant même. Le premier événement, c'était il y a un mois, vous l'avez dit, à Liverpool, au nord de l'Angleterre, où 3000 clubbers ont pu danser dans une énorme discothèque. Ils étaient sans masque, sans aucune distanciation sociale, comme au bon vieux temps, et seule condition à l'entrée, montrer un test Covid négatif. Alors depuis, il y a eu d'autres essais pilotes, comme notamment des matchs de football à Wembley, où des milliers de personnes ont pu être présents dans les gradins, et au total, 60 000 personnes ont participé à ces événements de masse et seules 15 personnes ont été testées positives. Alors c'est à peu près le même taux de contamination qu'on peut voir, qu'on peut retrouver dans la population anglaise. Alors c'est un succès pour les autorités, même si elles regrettent que certaines personnes n'ont pas joué le jeu et n'ont pas fait un test PCR à la fin, 5 jours après, pour montrer s'ils étaient positifs. Alors quoi qu'il en soit, tout ça, c'est encore des tests en prévision de la date du 21 juin, date à laquelle toutes les restrictions sont censées être levées dans le pays. Merci beaucoup Laura Calmus, donc la correspondante de BFM TV à Londres. On va continuer à parler des Britanniques parce que c'est une finale 100% anglaise. Ce soir en Ligue des Champions à Porto, Manchester City qui affronte Chelsea ce soir donc à 21h. Image regardée en direct de la fan zone des supporters des Blues de Chelsea qui sont là pour cette finale donc face à leurs rivaux de Manchester City. Un match à noter, ce sera à suivre à 21h en direct sur RMC Sport et en clair sur RMC Story sur le canal 23. Reportage du service des sports. Porto, théâtre d'un choc anglo-anglais en finale européenne. Ultra dominateur sur la scène nationale avec un 3e sacre en 4 ans en championnat, Manchester City à l'occasion de remporter sa première Ligue des Champions face à Chelsea. On a fait se battre avec toutes les équipes pour être ici et ouais, cette année on a eu
des bonnes performances et maintenant on est ici pour on fait la finale pour gagner ce match demain. Première finale depuis 10 ans pour Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, comptera notamment sur le potentiel offensif impressionnant de son équipe, illustré par De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, mais aussi le légendaire Sergio Agüero qui dispute son dernier match pour Manchester City. Le moment de magie à l'Etihad Stadium, le voici. Mais il faudra se méfier de Chelsea, impressionnant depuis l'arrivée de Thomas Tuchel en janvier dernier. Déjà finaliste de la compétition la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, l'Allemand espère imiter un autre ancien parisien, Unai Emery, vainqueur d'une autre Coupe d'Europe mercredi. Oui, c'est un bon signal, On prie toutes les choses qu'on peut prendre pour observer des signaux et ça c'est un signal très positif. 4e de Première Ligue, Chelsea pourra compter sur son expérience récente. 2 victoires ces dernières semaines face à Manchester City en Coupe d'Angleterre et en championnat. Mais les cartes seront redistribuées ce soir. C'est une finale. On les a battus 2 fois, on a réussi à les battre. C'est vrai qu'ils sont très très durs à battre, mais voilà, ce week-end sera une toute autre atmosphère, une toute autre ambiance. Ce sera juste un match, une finale. Donc voilà, après, je pense que comment on joue, ça va pas trop importer. Le plus important sera la victoire. Déjà titrés en 2012, les Blues vont disputer leur 3e finale de Ligue des Champions et pourront compter sur leur champion du monde français N'Golo Kanté et Olivier Giroud, mais aussi leur gardien Edouard Mendy, l'international sénégalais au chômage il y a 6 ans. Ce soir, il deviendra le premier gardien africain à jouer une finale de C1. Restez avec nous. Dans un instant, nous retournerons du côté de l'Accor Hotel Arena où 5000 spectateurs testés négatifs et masqués, mais sans distanciation, assisteront à un concert test cet après-midi pour sur scène admirer Étienne de Crécy ou encore Indochine. Ça commence à partir de 17h. Évidemment, on y sera sur place avec nos reporters. Tout de suite, la météo.